Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous partons en Asie puisque nous allons parler de Gengis Khan. Il faut bien savoir que ce qu'on sait de lui est un peu biaisé puisque cela vient principalement d'un carnet, une espèce de biographie écrite par son fils adoptif. Donc on peut penser que certaines informations sont un peu biaisées. Toujours est-il qu'on sait qu'il est né dans une tribu mongole et que son père, Yesukai, était le chef de cette tribu. On sait aussi que dans cette tribu, il avait un meilleur ami avec qui il jouait tout le temps, qui s'appelait Jamouk. Et ce personnage, si on en parle, c'est bien sûr parce qu'il va jouer dans le futur une place relativement importante. Il va, sans le vouloir, aider Temujin, puisque celui qu'on appelle Gengis Khan s'appelle Temujin. Gengis Khan, c'est un titre. Donc il va, sans le vouloir, aider Temujin à accéder justement à ce titre de roi suprême des nomades mongols. N'oublions pas que nous sommes en plein Moyen-Âge, dans les steppes mongoles, donc les coutumes n'étaient pas exactement les mêmes coutumes que celles que nous avons aujourd'hui. Ce qui fait qu'à l'âge de 9 ans, Temujin est fiancé à une jeune demoiselle de son âge qui s'appelle Beurté. Et comme le veut la tradition de l'époque, il va vivre un certain temps dans la famille de sa future épouse. Mais son père est assassiné et on vient le prévenir. Du coup, il revient d'urgence jusqu'à sa propre famille. Et le père de la petite Beurté promet de lui garder pendant 4 ans. Il se trouve que chez les Mongols, la famille du chef décédé n'est pas exactement honorée. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la mère de Temujin, son frère, ses 2 demi-frères, et on va tout simplement les expulser de la tribu. Ils se retrouvent donc dans le dénuement le plus total. Leur mère en est, paraît-il, à creuser le sol pour trouver des racines comestibles. Et dans cette situation, cela entraîne quelques frictions dans la fratrie, aussi parce que Temujin a visiblement un caractère assez agressif. Et du coup, comme il y a un de ses demi-frères qu'il n'aime pas, eh bien il emmène son frère et ils vont le tuer tous les deux en lui tirant dessus à l'arc. Il se trouve que cet acte ne passe pas totalement inaperçu, puisque les assassins de son père en entendent parler, se disant que ce serait peut-être pas forcément l'idée du siècle de laisser un adolescent visiblement agressif et enclin à tuer des gens en liberté alors qu'ils ont tué son père. Ils vont lancer une dizaine de soldats après sa famille. La famille va être rattrapée, mais ils arrivent quand même à tenir les soldats à peu près à l'écart en leur tirant dessus à l'arc, parce que ce sont de bons archers. Les soldats donc annoncent à la famille qu'ils ne veulent que Temujin et qu'ils laisseront les autres en paix si on leur livre le garçon. Temujin va donc sauter sur un cheval et chevaucher pour leur échapper. Il paraît qu'il réussira à leur échapper pendant 9 jours dans la forêt avant d'être capturé. Et comme il voulait l'écraser pour finir les outrages envers leur famille, eh bien au lieu de le tuer, ils ont fait l'erreur de le réduire en esclavage. Pendant les quelques années qui vont suivre, la vie va être assez dure pour lui. Il va être maltraité, battu, il sert de larbin. Rien ne lui est épargné, ni les humiliations, ni la violence. Au bout d'un certain temps, avec le tempérament qu'on lui connaît maintenant, il réussit à s'échapper, mais avec un plan pas très organisé, ce qui fait qu'il arrive juste apparemment à se cacher dans la rivière d'à côté. Cachette pas forcément géniale, puisque finalement, quand les hommes du camp le recherchent, eh bien ils finissent par le trouver, enfin. Un des hommes finit par le trouver. Il se trouve que parfois on a le droit d'avoir de la chance, et que cet homme trouvait indigne et irrespectueuse la vie qu'on avait imposée à Temujin, qui est le fils d'un ancien chef de tribu,
et qui du coup ne va pas le dénoncer et Temujin pourra s'échapper. Après cela, pour être franc, Temujin disparaît totalement des radars. On ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va aller récupérer Beurté et l'épouser. Ça, c'est une certitude. Il va aussi entrer dans le clan du père de celle-ci. Ce qui fait que des années plus tard, quand on retrouve sa trace, il est à la tête d'une troupe de guerriers, déjà les guerriers du clan de sa femme. Et il va aller voir Thoril, qui est un ami qui était très proche de son père, et il va lui demander de l'aide. Bien sûr, Thoril est un vieux guerrier qui respecte les traditions, donc il va accepter d'aider Temujin et même lui proposer de lever une armée. Il mettra donc sur pied une armée, à la base formée principalement d'artisans et de paysans, mais qu'il va entraîner durement et il va leur apprendre une technique que dans l'histoire, seuls les Indiens d'Amérique et les samouraïs ont maîtrisé aussi bien que les Mongols, c'est l'archerie équestre. De plus, ils ont un arc spécial qui est originaire du coin, qu'on appelle l'arc réflexe, qui à l'époque est si puissant que ses flèches peuvent transpercer une cotte de maille. Petite anecdote, un jour Temujin part avec quelques proches, sa femme et sa mère, en dehors du camp. Et il se trouve que, pas de chance, une patrouille de cavaliers merkites arrive aux abords du camp et décide du coup de venir voir s'il y a des gens à rançonner, des choses à voler. Temujin a juste le temps de partir avec ses proches officiers, mais il ne reste qu'un cheval, et il reste sa mère et sa femme. Temujin va faire monter sa mère à cheval et abandonner sa femme sur place. Les cavaliers merkites vont arriver et la capturer, mais enlever la femme de quelqu'un qu'on appellera le cavalier de l'Apocalypse plus tard, ça n'est jamais une superbe idée. Et Temujin va retourner avec son armée la chercher et massacrera intégralement la tribu dont faisaient partie ces cavaliers. Ce qui d'ailleurs contribuera clairement à mettre une ambiance très sympathique entre les Merkites et les Mongols. N'oublions pas non plus que son père a été assassiné par une tribu visiblement qui s'appellerait les Tatars, et vous vous doutez bien qu'il ne peut pas laisser ce genre de choses impunies. Il va donc affronter les Tatars avec son armée sur les champs de bataille, il va les massacrer bien entendu, mais une fois qu'il arrivera dans les villages tatars, il fera décapiter tous les hommes et tuer tout ce qui n'est pas une femme qui peut devenir une concubine. Effectivement, la diplomatie, c'était pas forcément son point fort. Il se trouve qu'à cette époque, il n'est pas le seul général mongol qui rêve de grandeur. Un dénommé Jamuk, dont nous avons parlé précédemment, ami d'enfance de Temujin, lui aussi a des troupes sous son contrôle et il est en train de monter carrément une coalition pour tuer son vieil ami. Pour le moment, il a des problèmes car Thoril est toujours aux côtés de Temujin, mais Jamuk est malin et il sait que Thoril a un fils qui est très jaloux de la relation entre ces deux-là. Il va donc lui expliquer que Temujin est un traître et qu'il est en train de faire une alliance avec des ennemis de longue date des Mongols que sont les Naiman, et qu'il va du coup prendre le pouvoir, renverser son père, etc. Le fils veut bien y croire parce que ça l'arrange. Il va d'ailleurs convaincre les conseillers de Thoril, et à tel point que finalement Thoril et Jamuk s'engagent dans une bataille contre les forces de Temujin. Sur le papier, c'était sûrement une idée géniale, mais au bout de 3 jours de bataille, Thoril est mort et Jamuk est en fuite avec quelques soldats. D'ailleurs, il est déjà en train de parler de comploter avec des ennemis du peuple mongol pour renverser Temujin. Donc même ces soldats en ont marre de lui et vont aller le livrer à ce premier en espérant du coup pouvoir effacer leur ardoise. Sauf que, contre toute attente, Temujin proposera à Jamuk de faire la paix,
de se rabibocher. Jamuk va refuser. En revanche, Temujin lui offrira une mort digne, c'est-à-dire qu'il ne fera pas couler son sang, parce que pour eux c'était ça une mort digne, donc il sera étouffé. Quant aux soldats qui ont livré Jamuk, Temujin, loin d'être reconnaissant, leur dit qu'un soldat qui lève la main sur son général n'est pas digne de confiance et il les fait tous massacrer. En 1206, les chefs de tribu vont nommer Temujin empereur de tous les Mongols. Il va y avoir une grande cérémonie où tous vont venir lui rendre honneur. C'est la première fois que qui que ce soit porte ce titre. Et, pardon à tous les Mongols qui pourront voir cette vidéo pour ma prononciation, mais ce titre, c'est le titre de Chinggis Khan, d'où la traduction hasardeuse que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il va rassembler tous les clans et les tribus et organiser une véritable armée. Son organisation est simple et efficace. Il fait des groupes de 10 à la tête desquels sont nommés un officier qui s'appelle un dizainier. À la tête de 10 de ces groupes, il y a un officier qu'on appelle centenier. Et à la tête de 10 de ces groupes-là, il y a un officier qu'on appelle seigneur des milliers. Et ainsi de suite jusqu'aux généraux. D'ailleurs, notre Gengis Khan, traduction approximative, est un homme qui se fiche du rang et qui se fiche des honneurs. Parmi ces généraux, il y aura des bergers, par exemple. Lui ne s'intéresse qu'à la valeur des hommes. Il s'intéresse aussi un petit peu à la discipline, puisqu'il édicte une règle. Dans cette armée, si un homme déserte, son groupe de 10 sera exécuté. Enfin, il va former une garde d'élite, une garde impériale, royale, appelez-la comme vous voulez, qui sera constituée de 10 000 hommes. Et ces 10 000 hommes sont tous des fils de chefs de clan ou des gens venant de familles importantes qui sont des soutiens à cette armée, pour les garder, bien entendu, sous la main. Ce qui est drôle, c'est qu'on est au Moyen-Âge et que, en Asie comme en Europe, les humains étant les mêmes, eh bien on utilise partout la technique de l'otage pour que vos vassaux se tiennent tranquilles. Ensuite, il envoie des éclaireurs dans toutes les directions pour trouver de nouvelles terres à conquérir. Mais il ne fait pas que ça n'est pas juste un guerrier, puisqu'il va pour la première fois édicter une loi qui va être écrite et que toutes les tribus, quelle que soit leur appartenance, devront respecter si elles sont sur le territoire mongol. C'est la naissance d'un vrai empire mongol et d'un vrai peuple unifié. Il va donc se tourner vers un des deux empires qui composent la Chine, c'est l'empire des Jin. En chemin, il va croiser le chemin d'une peuplade qu'on appelle les Tangut, qui vont être balayés, mais sans être éradiqués. Puis, en 1211, ils arrivent à la muraille de Chine qu'ils franchissent, et en 1215, ils entrent dans Pékin, qu'ils vont mettre à sac, et ils vont massacrer tous les soldats. Il va pousser encore plus loin et s'en prendre au Kharzem, qui, à l'époque, occupait un territoire qui, aujourd'hui, représente à peu près l'Iran plus l'Afghanistan. Il va ainsi continuer à se battre pendant un certain temps. Mais il a quelque chose qui lui reste en travers de la gorge. Avant d'entrer sur le territoire des Jin, quand il a croisé les Tangut qu'il a battus, il a demandé à ceux-ci de se joindre aux armées mongoles. Et les Tangut ont refusé. Ce n'est pas un homme à qui on peut dire non sans conséquence. Du coup, Gengis Khan envoie une partie de l'armée mongole pour détruire le territoire des Tangut et massacrer le peuple. Le destin étant toujours capricieux, Gengis Khan ne tombera pas sur un champ de bataille, mais il va mourir des séquelles d'une chute de cheval pendant une partie de chasse. Il reste une figure controversée. Certains le prennent pour un barbare assoiffé de sang. Ça m'ennuie un petit peu parce que c'est le premier à avoir pris toutes ces tribus nomades et à en avoir fait une unité, un vrai peuple, un empire, et un empire assez puissant. Donc l'appeler barbare n'a pas vraiment de sens. D'autres pensent que c'est un général de génie. Là, on ne peut pas se prononcer
parce qu'on n'a pas assez de récits précis pour savoir si c'est juste que ces hommes étaient bien plus forts ou qu'ils ont eu de la chance. Enfin bref, on ne peut pas savoir si c'est son commandement qui a permis de gagner, qui a changé quelque chose. Chacun finalement a sa version de l'histoire. Une seule chose est certaine, c'est que Temujin était un visionnaire et un chef charismatique qui a transformé un peuple éparse, divisé en clans, en un véritable empire qui a fait trembler toute l'Asie, et même après la mort de Temujin, qui a fait trembler une partie de l'Europe. Et ça, en soi, c'est déjà un véritable exploit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr de liker et de vous abonner pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent. Et moi, je vous dis à très vite.